Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Les titres ce soir. En marge de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, la ministre Dr Ibo Moumina Assoui a inauguré la Maison des Sages dans la région d'Ali Sabié. Également dans l'actualité de ce 22 heures au Kenya, les éleveurs troquent leurs bovins pour des chameaux. Passons donc au développement de ces titres. Et bien, en marge de la Journée internationale de la jeunesse, toujours dans la ville d'Ali Sabié, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Assoui, accompagnée de la préfète par intérim d'Ali Sabié, Saïda Wabri Assoui, et en compagnie des sages de la région ainsi que le président du conseil régional a inauguré cette maison dédiée pour les sages de la région d'Ali Sabié. Une structure qui est située en face du conseil régional et qui va accueillir désormais les réunions et les rencontres de la communauté Assadjog et Benin Djog. La maison des sages sera un lieu propice et idéal pour les rencontres et assises des autorités coutumières de la région d'Ali Sabié. C'est ainsi que les activités organisées dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse a pris fin avec cette importante cérémonie ce matin. L'inauguration de la maison de sage. Eh bien, dans un mot prononcé à l'occasion, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a souligné qu'il fallait préserver nos traditions et le heb et transmettre ça aux jeunes. Ce n'est que le début du soutien de notre ministère, a-t-elle précisé. Et je remercie au passage la préfecture et les conseils régionaux. La ministre donc a indiqué que nous nous attelons maintenant pour sauvegarder et écrire le HER au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et toujours à Ali Sabié, cette fois-ci, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a annoncé donc avec fierté le retour de 1500 jeunes participants à ce programme Séjour passerelle pour les jeunes des 5 régions et de la capitale, qui s'est déroulé du 8 au 12 août 2024 dans la région d'Ali Sabié. Un événement qui s'est conclu avec la célébration de la journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août de chaque année. Il a été un moment phare pour la jeunesse djiboutienne, réunissant également des participants de toutes les régions du pays. Le retour des jeunes accompagnés par des cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture ont effectué donc leur départ avec un train spécial. Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture a elle-même pris part à ce voyage, partageant ce moment privilégié avec les jeunes et les cadres qui les ont donc accompagnés tout au long de ces 5 jours et intenses formations et de partage. Le départ de la gare d'Ali Sabié a eu lieu dans la soirée. Après une cérémonie de clôture émouvante, la sous-préfète d'Ali Sabié et les députés de la région étaient présents pour accompagner donc cette délégation jusqu'à la gare, témoignant de l'importance et du succès de ce programme. Ce geste symbolique a souligné le soutien indéfectible des autorités locales aux initiatives visant à renforcer l'autonomisation et l'épanouissement de la jeunesse djiboutienne. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, a présidé ce matin la clôture d'une formation sur la sûreté des installations portuaires. Organisée par la direction de la capitainerie des ports et présentée par le commandant des ports, Mohamed Moussabar, la formation d'agents de sûreté des installations portuaires du nom du PFSO était destinée aux responsables des différentes installations portuaires ainsi qu'aux autorités publiques compétentes en matière de sûreté. Les 17 responsables qui ont pris part à cette formation ont suivi une période de 4 jours. La formation, c'était du 8 au 13 à l'hôtel Aïla.
Bruno Léonard, ex-capitaine de vaisseau de la Marine nationale française, directeur et représentant de l'organisme certificateur Pelagos, a assuré cette formation. Grâce à cette initiative, les responsables des installations portuaires de Djibouti se conforment aux normes et standards internationaux de sûreté, en particulier celles du Code international pour la sûreté des navires et des installations. À l'issue de cette formation, le président de l'autorité des ports et zones franches ainsi que le commandant des ports ont remis des certificats aux participants. Écoutons à présent le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Haddi. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi d'être présent ici aujourd'hui à la cérémonie de clôture de la formation de nos cadres dans les domaines de la sécurité maritime, le code de l'Organisation maritime internationale, AMO, et le code ASPS. Je félicite tout le monde, tous les gens qui ont participé et qui ont finalisé cette formation. Et l'organisateur, J3S Pelagos. Je remercie tout le monde et c'est très, très important et essentiel pour la sécurité de nos infrastructures portières maritimes et pour la sécurité des navires qui utilisent nos ports. Donc cette formation, on est à 17 participants certifiés ASPS. La précédente était 18 certifiés ASPS. Donc bravo à tous. L'actualité de ce 22h, c'est aussi la réhabilitation de cet axe stratégique qui abrite l'un des ouvrages les plus importants pour l'évacuation de l'eau. C'est à la route Cesta. Le canal Nasser pour l'évacuation des eaux pluviales construit dans les années 80 et 90. Ce dalo joue un rôle crucial en canalisant les crues vers la mer, protégeant ainsi les zones d'habitation environnantes contre les inondations. Cependant, avec le temps, l'infrastructure a commencé à montrer des signes de vieillissement. Les dalles de couverture essentielles pour assurer la solidité et la fonctionnalité du canal sont désormais vulnérables. Consciente du risque, l'Office national des eaux de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD, a pris l'initiative de rénover ce canal, de prévenir tout effondrement potentiel. Financés entièrement par l'ONEAD, les travaux de réhabilitation ont été lancés il y a 3 mois. Ceci inclut la confection et la pose des nouvelles dalles en béton, un processus actuellement en cours sur la route de la Cesta. La première phase des travaux concerne spécifiquement la route, mais des interventions similaires sont prévues sur d'autres axes majeurs de la ville tels que le boulevard de Gaulle et l'avenue Nasser. Le délai de réalisation est estimé pour la réhabilitation de ce canal est d'environ 7 jours, bien que l'ONEAD a pour ambition de finaliser de cette phase en 3 et 4 jours. C'est ce qu'a indiqué le directeur de l'exploitation de l'assainissement. Aujourd'hui, nous nous trouvons sur la route de la Cesta, précisément entre le camp de la garde républicaine et l'abattoir. Là où nous sommes se trouve un dalo eau pluviale. Un dalo pluvial qui n'est d'autre que le canal Nasser, le canal qui vient depuis la RNA et qui se termine vers la mer. Ce canal, il a été construit dans les années 80-90. Donc ça fait maintenant plus d'une trentaine d'années que ce canal il est en service. Historiquement, ce canal il a été construit pour amortir la crue de l'Oued. Ce canal il dessert plusieurs bassins versants, c'est-à-dire plusieurs zones d'habitation. Et il est destiné principalement à évacuer les eaux des pluies vers la mer. Et dans un souci de prévention des risques d'effondrement des dalles de couverture de ce dalo, l'ONEAD souhaite anticiper. Et elle a jugé plus que nécessaire la rénovation et la réhabilitation de cet ouvrage avant la reprise scolaire. Donc tous les moyens ont été engagés, ont été mis en place pour achever ces travaux dans le plus bref délai. Ces travaux entièrement financés par l'ONEAD, sous fonds propres de l'ONEAD. Ces travaux ont d'ores et déjà été amorcés il y a 3 mois de cela. Ces travaux ils consistaient en premier lieu à confectionner ou à préfabriquer des dallettes en béton avec leurs pieds d'assises. Ces travaux permettront de sécuriser la circulation des biens et des personnes au-dessus de cet ouvrage.
Donc nous allons procéder à réaliser des travaux de même ampleur sur tout le long de cet axe qui est la route La Siesta. Les travaux à venir seront plus ou moins concentrés sur les grands axes de circulation, à savoir la Siesta, là où nous sommes actuellement. Là, c'est la toute première phase. Boulevard de Gaulle, l'avenue 26, l'avenue 13, l'avenue Nasser, et voilà, donc c'est ça. Donc nous allons procéder par phase, par priorité et par niveau de risque. L'autorité intergouvernementale pour le développement l'IGAD, en collaboration avec le gouvernement du Canada et l'initiative internationale de développement des moyens de subsistance, a organisé la première conférence internationale post-Covid à Toronto. C'était du 11 au 13 juillet dernier, dirigée par Mme Fathia Alouane, directrice de la santé et du développement social de l'IGAD. La conférence historique a rassemblé des représentants des États membres de l'Union africaine, de l'IGAD, des divers blocs régionaux ainsi que des académies et universités canadiennes. S'exprimant au nom de Dr Wadrene Gebreyou, secrétaire exécutif de l'IGAD, Mme Fathia Alouane, directrice de la division santé et développement social de l'IGAD, a expliqué que cette organisation régionale a considérablement modernisé les laboratoires nationaux et les établissements de santé transfrontaliers. Nous avons fourni un nombre massif de fournitures pour le Covid-19, des laboratoires mobiles, des ambulances, des machines PCR et des kits de tests construits, des installations et dépistage et d'isolement. Distribuer également du matériel numérique, informatique, de connectivité et d'autres outils de diagnostic essentiels complétés par des formations essentielles. La directrice Alouane a également souligné que l'IGAD et ses États membres ont poursuivi leur collaboration et ont reçu une subvention importante de la part de la Banque mondiale dans le cadre d'un programme conjoint. A noter également que dans le cadre de la première conférence internationale post-Covid à Toronto, la Corporation de la ville de City Brompton a attribué un certificat d'appréciation à l'autorité intergouvernementale pour le développement l'IGAD, représentée à ce forum par la directrice du département de la santé et du développement social, Mme Fathia Alouane. Les recommandations de cette conférence soulignent la nécessité d'améliorer la coordination et la communication entre les acteurs pour soutenir le relèvement et la reconstruction post-Covid. Cette conférence a également abordé les défis mondiaux importants révélés par la pandémie, notamment les inégalités sociales et économiques accentuées, ainsi que les graves répercussions sur le développement vers les objectifs de développement durable. En nouvelle du monde, cette fois, je vous le disais en titre, au Kenya, les éleveurs troquent leurs bovins pour des chameaux. Ces agriculteurs kenyans se tournent vers les chameaux comme alternative pour résister à la sécheresse et au manque de pâturage. Dans le nord du Kenya, le bétail est un symbole de statut social et fournit aux familles des sources de lait et de viande. Mais de nouvelles conditions météorologiques rendent cette tâche difficile pour des nouveaux agriculteurs. Dans le village de Lekji, l'éleveur Abdullahi Mohamed a perdu la quasi-totalité de son troupeau de bovins lors de cette sécheresse de 2022 qui a tué 2,6 millions de bovins au Kenya. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.